Je suis Hugo Moudiki Djomboué, donc je suis ici à Dakar dans le cadre de la sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires et donc en tant qu'expert en droit pénal international pour permettre aux populations, d'abord au Tchad, mais ensuite au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde, de comprendre cette procédure, de comprendre ce qui se passe dans ce procès. Les chambres africaines extraordinaires elles-mêmes ont un historique qui n'est pas très long, puisqu'elles ont commencé à fonctionner en février 2013. Mais si on parle de l'historique de l'affaire Hissène Habré, c'est évident qu'on est là dans un processus qui dure depuis un long moment. Vous savez, M. Hissène Habré a été chef d'État au Tchad de 1982 à 1990. Donc, lorsqu'il a été renversé en 1990, il y a eu au Tchad une commission d'enquête nationale qui a fonctionné de 1990 à 1992, donc pendant 2 ans. Donc, qui avait déjà recommandé des poursuites. Mais il est vrai qu'il n'y a pas eu de poursuite au Tchad pendant tout ce temps et il a fallu attendre que les victimes portent plainte ici au Sénégal, saisissent la justice sénégalaise en 2000. Et de 2000 jusqu'à l'ouverture des chambres en 2013, vous avez un long processus, ça fait 13 années, vous avez un long processus. La justice sénégalaise, après avoir inculpé Hissène Habré, s'est ensuite déclarée incompétente pour le poursuivre, estimant que la loi sénégalaise ne permettait pas de poursuivre un étranger qui a commis des faits à l'étranger, sur des étrangers. Et ensuite, vous avez une procédure en Belgique, les victimes s'étant tournées vers la Belgique, certaines des victimes étant d'ailleurs devenues belges, s'étaient tournées vers ce pays-là pour obtenir un procès, pour obtenir que justice soit rendue. Et la procédure belge a aussi duré un certain temps, environ 5 ans. Une instruction au bout de laquelle le juge d'instruction a, n'est-ce pas, décidé d'inculper Hissène Habré pour crime contre l'humanité. Et comme Hissène Habré se trouvait au Sénégal, la justice avait donc demandé à l'État sénégalais l'extradition de Hissène Habré en Belgique. Ce que le Sénégal n'a pas exécuté, ce qui a généré un contentieux international. Cette fois-là, entre la Belgique et le Sénégal. Donc vous avez à la Cour internationale de justice un contentieux Belgique contre le Sénégal. Contentieux à l'issue duquel le Sénégal a été, on peut le dire comme ça de manière simple, condamné, n'est-ce pas, à juger Hissène Habré à défaut de l'extrader. Donc, vous avez également ce contentieux international là, donc, qui a mis 13 ans. En réalité, c'est pendant toute cette phase que les chambres africaines extraordinaires vont connaître leur gestation, en ce sens que le Sénégal, qui est pris en étau entre la demande de justice et les condamnations internationales, va décider de transférer la question de la justice concernant les crimes commis au Tchad à l'Union africaine. Et c'est l'Union africaine qui, finalement, donc saisie par le Sénégal, va décider de la création des chambres africaines extraordinaires, qui sont donc une juridiction créée par un accord international, de droit international, entre l'Union africaine et l'État du Sénégal. Donc, voilà le processus un peu de création des chambres africaines extraordinaires qui est long, mais les chambres elles-mêmes ne sont entrées en fonction que le 8 février 2013. Et donc, elles ont une existence assez récente.
assez récente. Maintenant, vous savez, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de l'humanité, il y a des procédures judiciaires pour des crimes commis notamment dans un pays ou à l'occasion d'un conflit. Historiquement, les premières véritables juridictions internationales sont celles de Nuremberg et de Tokyo, n'est-ce pas, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez que de ces tribunaux qui ont terminé autour de 1946, il a fallu attendre le conflit en Est-Yougoslavie et au Rwanda pour voir émerger de nouvelles juridictions ad hoc. Avec notamment en 1993 la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et en 1994, à la suite du génocide des Tutsis au Rwanda, la création du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc de 1946 à 1993, vous avez des discussions, mais rien qui avance. Et la création de ces premiers tribunaux ad hoc a permis une avancée parce que cela a permis d'accélérer les discussions sur la Cour pénale internationale et de créer beaucoup d'autres tribunaux, Sierra Leone, Liban, Cambodge, et j'en passe. Alors, ce qui est d'abord frappant, c'est le mode de création. C'est clair que les chambres africaines extraordinaires se distinguent d'abord par leur mode de création. C'est une première mondiale. C'est la première fois dans le monde qu'on a une juridiction continentale à compétence pénale, criminelle, créée par l'organisation continentale, l'organisation qui rassemble les États du continent. Vous avez ce qu'on appelle les cours des droits de l'homme qui existent en Afrique, en Europe, en Amérique, mais ce ne sont pas des cours à compétence pénale. C'est notamment sur les matières de violation des droits de l'homme. Donc c'est la première fois qu'une instance continentale crée un tribunal pénal. Et donc là, c'est vraiment la première spécificité, c'est ce mode de création. La deuxième spécificité, c'est que l'instance est créée pour une situation précise et non pour connaître de tous les crimes qui vont se commettre sur le continent. C'est concernant les crimes commis au Tchad pour une période précise de 1982 à 1990. Donc, c'est un mode de création et c'est aussi un mode de licence très particulier et de fonctionnement. La nomination des juges par l'instance continentale sur proposition de l'État sénégalais, la mise en place de plusieurs chambres, comme on l'a vu, intégrées à l'intérieur du système judiciaire sénégalais. Donc voilà autant de spécificités que de ces chambres africaines extraordinaires. Maintenant, l'idée c'est de voir si, à partir de cette spécificité, on pourra construire quelque chose de plus permanent, de plus durable. Les accusations contre Hissène Habré, celles qui sont retenues par les juges d'instruction qui ont mené l'enquête, c'est crime contre l'humanité, c'est crime de guerre et torture. Le statut des chambres prévoit également le crime de génocide, mais celui-ci n'a pas été retenu contre Hissène Habré. Du moins comme charge portée contre lui. Pour le moment, ce sont ces trois crimes-là, crime contre l'humanité, crime de guerre et torture. En fait, le procès pouvait avoir lieu au Sénégal dès le départ, lorsque les victimes ont saisi la justice sénégalaise, donc sur la base de ce qu'on appelle la compétence universelle. Il se trouve que ce mécanisme n'a pas pleinement fonctionné et qu'il a fallu que le dossier soit transféré à l'Union africaine et que le Sénégal reçoive finalement un mandat de l'Union africaine. Donc on peut dire aujourd'hui que le procès a lieu au Sénégal en vertu du mandat que l'Union africaine donne au Sénégal. Mais on peut également dire qu'initialement, le procès a lieu au Sénégal parce que
en application de la règle de compétence universelle, M. Hissène Habré, se trouvant au Sénégal, étant poursuivi pour des crimes pour lesquels cette règle de compétence universelle est prévue, le Sénégal est tout à fait compétent pour connaître de ce crime. Et en fait, la compétence universelle est très simple. Alors, pour l'expliquer, il faut peut-être d'abord expliquer la règle de base de compétence. La règle de base de compétence, c'est que ce sont les autorités judiciaires de là où le crime a été commis qui sont compétentes. Donc ça, c'est la règle classique générale. Maintenant, à côté de cette règle générale, progressivement dans l'histoire du droit est arrivée donc la règle de compétence universelle qui veut simplement dire que pour un certain nombre de crimes, pas tous les crimes, il y a quelques crimes, notamment crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture. Pour ces crimes-là, tous les États qui le souhaitent sur la base de la ratification des conventions peuvent être compétents pour connaître de ces crimes, quel que soit l'auteur du crime, quelle que soit la victime du crime et quel que soit le lieu de commission du crime. C'est simplement cela la compétence universelle. Les États se donnent la compétence de connaître de ces crimes, quelle que soit la personne qui les a commis, qu'elle soit nationale ou pas, quelle que soit la victime nationale ou pas, et quel que soit le lieu, que ce soit sur le territoire ou hors du territoire. En premier lieu, je vais certainement vous parler de la détermination des victimes. Je pense que si ce procès a lieu aujourd'hui, c'est d'abord grâce à la détermination des victimes. Je vous ai parlé tout à l'heure des obstacles qu'il y a eu, toute la longue procédure depuis 2000. Je pense que tous ces obstacles étaient de nature à décourager les victimes. Mais leur ténacité a permis d'aller jusqu'au bout, de pousser même les chefs d'État africains, dont on dit souvent qu'il s'agit d'un syndicat qui ne serait pas disposé à ce que l'un des leurs soit jugé, a poussé cette conférence des chefs d'État à prendre une résolution demandant qu'il y ait procès. Donc je pense que c'est d'abord la ténacité des victimes. Évidemment, les victimes ont été soutenues par les organisations auxquelles il faut reconnaître aussi cette même ténacité, des organisations tchadiennes, sénégalaises, internationales comme les Human Rights Watch ou FIDH et autres. Donc je pense que c'est d'abord à ces groupes-là qu'il faut reconnaître cette opportunité de tenir aujourd'hui un procès. Bien sûr, à l'État sénégalais, parce que lorsque la justice sénégalaise a dit qu'elle était incompétente, oui, l'État sénégalais aurait pu croiser les bras. Mais il a fini par avancer et à dire que, à prendre même des mesures législatives pour qu'il y ait procès. Donc on peut également se féliciter de l'attitude de l'État sénégalais, mais aussi de l'Union africaine, parce que c'est une première. Vous savez, l'Union africaine ne l'a jamais fait et je pense que beaucoup d'Africains pouvaient être dubitatifs sur la volonté de l'Union africaine à faire en sorte qu'il y ait procès. Bon, l'histoire veut que l'Union africaine ait finalement décidé d'aller vers un procès. C'est une première et je pense qu'il faut également reconnaître ça à l'Union africaine. Oui, alors l'internationalisation de la justice est un fait, mais il faut aussi être nuancé là-dessus parce que c'est un fait qui concerne certains crimes. Les justices nationales resteront toujours compétentes pour tout ce qui se passe au quotidien, mais il est vrai que pour les crimes jugés comme étant les plus graves, les crimes internationaux,
la justice internationale a pris aujourd'hui une place importante pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, génocide, torture, ce qui est normal parce qu'on considère que ces crimes-là ne touchent pas seulement les victimes qui sont directes physiquement touchées, mais touchent l'humanité tout entière. Donc pour ces crimes, il y a une forte émergence de la justice internationale. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est de permettre que justice soit rendue. L'avantage, c'est la lutte contre l'impunité. Lorsque l'on est dans des situations où la justice nationale ne peut pas juger ou ne veut pas juger ou est simplement dans l'incapacité de le faire, il est normal d'avoir des instances de recours qui peuvent rendre justice pour ne pas laisser prospérer l'impunité. Car comme on le dit, l'impunité c'est le crime de demain. Vous construisez le crime de demain dès lors que vous consacrez l'impunité. Donc, l'apport essentiel de la justice internationale, c'est cela, c'est de se dire que même si au plan national rien n'est possible, ceux qui auront commis des faits ne s'en sortiront pas comme ça. Il y aura toujours quelque part moyen de les acclairer en justice. La justice pénale internationale est en chantier et elle a aujourd'hui aussi des insuffisances sur lesquelles il faut ouvrir les yeux. C'est ce qui permet d'ailleurs de corriger, d'avancer. C'est clair que l'une des premières difficultés de la justice pénale internationale, c'est souvent la question de la distance. C'est-à-dire qu'on juge à des milliers de kilomètres des crimes qui ont été commis dans un contexte qui n'est pas le même. Et donc, parfois, des décennies après, je vous prends rien que les cas du Cambodge et du Tchad. Au Cambodge, les jugements ont commencé 30 ans après le régime des Khmers rouges. Et au Tchad, nous sommes à 25 ans après le régime de M. Hissène Habré. Donc, il y a une réelle insuffisance, un problème de célérité aussi de la justice, parce que la justice doit être rendue aussi avec célérité. C'est vrai qu'elle perd un peu de son efficacité lorsqu'elle est rendue trop longtemps après les faits. Aussitôt qu'elle peut être rendue après les faits, mieux ça vaut. Donc il y a ces insuffisances-là. Il y a le contexte. Lorsqu'on juge, n'est-ce pas, à 6000 km du lieu, oui, arriver à faire en sorte que les personnes qui ont été affectées par les crimes soient également affectées par la justice, se sentent concernées, n'est pas aisé. Parce que ça se passe très loin de là où ces personnes sont, parfois dans une langue qui n'est pas la leur. Et donc, il y a des choses à corriger. Je pense notamment que même pour toutes les instances internationales, donc de justice pénale internationale, chaque fois qu'on peut conduire le procès en partie, en tout ou en partie, là où les faits se sont commis, ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Je parle parfois de la Cour pénale internationale en disant mais il faut un effort de réflexion et d'organisation pour voir dans quelle mesure des procès peuvent se tenir là où des faits se sont commis. En Ituri, par exemple, les populations de l'Ituri ou en RDC ont parfois du mal à suivre ce qui se passe. Donc il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Oui, ce que les chambres africaines extraordinaires peuvent apporter dans la lutte contre l'impunité en Afrique, c'est d'abord le principe même qu'il n'y aura pas d'impunité, quel que soit le lieu où les faits vont être commis, quels que soient les auteurs, quelles que soient les victimes, il y aura un processus de justice. Donc ce principe, l'affirmation de ce principe est d'abord essentielle. Ensuite, c'est concernant les personnes qui peuvent être poursuivies. Les chambres africaines extraordinaires ont justement entériné un principe essentiel de droit pénal international, ou de justice pénale internationale, qui est de dire qu'il n'y a aucune exonération de responsabilité pour qui que ce soit. Que vous soyez chef d'État, actuel ou passé, quelles que soient vos fonctions,
vous ne pouvez pas échapper à la justice. Donc ce principe-là qui est consacré dans le statut des chambres africaines extraordinaires mérite d'être repris par tout processus de justice sur les crimes les plus graves en Afrique. Il est important d'affirmer le fait que personne, quelles que soient ses fonctions, ne peut échapper à la justice si il est accusé de ces crimes-là. Je pense que les victimes au Tchad attendent surtout ce qu'on appelle l'indemnisation. En termes de réparation, elles attendent surtout l'indemnisation. Soit la restitution des biens, mais on sait que pour la plupart ce n'est pas possible, mais surtout l'indemnisation, c'est-à-dire le paiement en valeur, n'est-ce pas, des dommages qui ont été subis. Donc c'est ce qu'elles attendent, mais je pense cependant que les réparations dans un processus comme celui-ci doivent aller au-delà de ces formes classiques, notamment de l'indemnisation. Il y a la réhabilitation qui va être importante et qui n'a jamais eu véritablement lieu pour les victimes tchadiennes, mais il y a aussi la mémoire, les réparations collectives et symboliques, notamment les monuments, les commémorations, les lieux de mémoire. Lorsque vous suivez le procès ici à Dakar, vous allez vous rendre compte, notamment cette semaine-ci, qu'on vous parle de lieux qui ont abrité des charniers. Hein, et ces lieux ont vocation à devenir aussi des lieux de mémoire, des lieux où les gens vont se recueillir. Bien sûr, d'abord en enterrant dignement ces personnes, puisque les fosses communes qui sont montrées au tribunal ne peuvent pas rester en l'état. Les corps, les ossements ne peuvent pas rester enterrés de cette façon-là. Donc, il y a un processus de réparation qui consiste aussi d'abord à enterrer dignement ces personnes, à leur donner une sépulture digne, comme leur famille aurait voulu le faire si elles en avaient eu l'occasion, et ensuite à transformer ces lieux-là en lieux de mémoire et en lieux de commémoration. Donc, je pense que en plus des réparations, il est important d'insister sur ces dimensions collectives de mémoire. Les organisations de la société civile ont joué un rôle très important pour arriver au procès. Elles ont notamment accompagné les victimes juridiquement, psychologiquement, vraiment dans tous les sens. Et lors du procès, aujourd'hui, elles continuent cet encadrement. Elles continuent cet encadrement, ce qui est vraiment à féliciter. À l'issue du procès, on imagine que leur rôle va être d'abord dans l'application de la décision, c'est-à-dire veiller à ce que les décisions qui auraient été rendues par les chambres africaines extraordinaires soient appliquées. Et je pense au volet pénal, ça sera surtout, s'il y a une condamnation, ça sera surtout à l'État du Sénégal d'appliquer le volet pénal, mais je pense au volet civil. Au volet civil, les organisations auront certainement un rôle à jouer, à veiller à ce que s'il y a des réparations qui sont décidées par les chambres, veiller à ce que ces réparations soient effectives et ne restent pas simplement lettre morte. Donc elles auront un rôle à la fois d'explication, mais aussi de mise en œuvre. Vous savez, aujourd'hui au Tchad, seules les organisations de la société civile ont fait un recensement des victimes. Il n'y a pas de recensement des victimes. Or, le statut des chambres africaines extraordinaires prévoit que les réparations concernent à la fois les victimes qui participent au procès, donc qui sont parties civiles, mais aussi toutes les autres victimes. Et toutes les autres victimes, il faut les recenser. Et les seules qui aujourd'hui ont fait ce travail, ce sont les organisations de la société civile. Donc, elles auront à ce moment-là aussi un rôle important pour l'effectivité de ce qui aura été décidé au tribunal. Le procès de M. Hissène Habré ici à Dakar peut produire des effets dissuasifs et préventifs,
mais ceci demande une volonté politique de la part des États africains. D'abord, du point de vue symbolique, oui, le procès produit certainement des effets dissuasifs. C'est en affirmant le principe que, quel que soit votre rang, si aujourd'hui vous commettez des crimes ou bien vous êtes soupçonné de les avoir commis, vous n'échapperez pas à la justice. En Afrique, pendant longtemps, il suffisait de sortir de son pays, de se mettre ailleurs, et on était tranquille. Donc, ce que ça apporte déjà comme dissuasion, c'est de dire, mais vous n'aurez pas une terre d'asile en Afrique, une terre de tranquillité. Si vous êtes soupçonné d'avoir commis des crimes, vous en répondrez, quel que soit le lieu où vous vous cacherez en Afrique. Donc ça, c'est un effet dissuasif important et qui peut faire réfléchir certains au moment d'ordonner de tirer par exemple sur une foule. Je pense que certains peuvent y penser à 2 fois, voire même à plusieurs fois, plus que 2. Je pense que ce qui s'est passé par exemple récemment dans un État africain, au Burkina Faso, en 2014, on peut se poser la question si l'émergence de la justice pénale internationale n'a pas joué un rôle par rapport aux dirigeants burkinabés de l'époque, de se dire, si j'ordonne qu'on tire et qu'on continue à tirer, il y a des risques que je me retrouve demain devant une juridiction pénale internationale. Donc ça joue certainement un rôle dissuasif. Mais pour que ce rôle soit complet, il ne faut pas que ça reste d'un point de vue symbolique. Il faut en tirer de véritables enseignements. Et quels sont ces enseignements? Les véritables enseignements, c'est qu'en Afrique, si le continent veut bâtir un système de justice pénale à l'échelle continentale pour les crimes les plus graves, c'est la volonté qui a été affichée par les chefs d'État avec le traité récemment adopté, du moins adopté déjà depuis l'année dernière à Malabo, pour créer une cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Si nous voulons faire cela, alors nous devons tirer de véritables enseignements. C'est de dire, devant cette juridiction, il n'y aura d'immunité pour personne. Quel que soit votre rang, si vous êtes soupçonné d'avoir commis des crimes, vous devez en répondre. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment, puisque la nouvelle juridiction qui a été créée, qui n'existe pas encore, mais qui a été créée déjà sur le papier par la signature du traité, cette nouvelle juridiction, malheureusement, accorde une immunité de fonction aux chefs d'État, aux ministres, aux hauts fonctionnaires de manière générale. C'est-à-dire, tant qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent pas être poursuivis. Ceci, à mon sens, est regrettable parce que la leçon que nous montrent les chambres africaines, c'est justement que non, il ne faut pas d'immunité. Il ne faut pas d'immunité, il faut que ces personnes soient poursuivies s'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes. Et même, je pense que ce qui est prévu pour le moment peut être dangereux pour la paix en Afrique, parce que interpréter autrement, ça voudrait dire que si vous êtes au pouvoir et que vous êtes soupçonné d'avoir commis des crimes, vous avez intérêt à garder ce pouvoir jusqu'à la mort. Parce que tant que vous êtes au pouvoir, on ne vous poursuivra pas. On ne peut pas vous poursuivre, donc vous n'avez aucun intérêt à quitter ce pouvoir, parce que si vous le quittez, vous allez être poursuivi. A contrario, si vous êtes dans l'opposition et que vous êtes accusé de crime, vous avez intérêt à passer toutes les compromissions possibles pour arriver au pouvoir, pour être protégé. Et donc ceci risque d'entraîner une guerre permanente, une lutte permanente pour être en position de ne pas pouvoir être poursuivi. Donc je pense que ce qui est prévu aujourd'hui doit être revu pour montrer que nous avons tiré les enseignements nécessaires à partir des chambres africaines extraordinaires. Bon, je pense que vous avez certainement suivi. Le procès, pour le moment, se déroule correctement. Il a démarré assez difficilement, il faut le reconnaître, en raison notamment de la stratégie de défense de l'accusé qui a opté pour une défense de refus.
c'est-à-dire de ne pas reconnaître la légalité et la légitimité des chambres africaines, ce qui a donc amené l'accusé à dire qu'il n'allait pas comparaître, son refus de comparution qui a conduit le président de la Chambre à ordonner, comme la loi lui autorise, à ordonner que l'accusé soit conduit par la force publique devant la Chambre, ce qui a entraîné des échauffourées. Et donc, le procès a commencé difficilement, il faut le reconnaître. Il y a également eu cet incident de l'étudiant tchadien qui a été condamné à 5 mois pour trouble d'audience. Mais en dehors de ces faits-là dont je vous parle, qui sont des incidents majeurs qui ont eu lieu, le procès se déroule correctement. D'ailleurs, depuis, il n'y a plus d'autres incidents. Il n'y a plus d'autres incidents. Le procès se déroule normalement. La défense, les avocats commis d'office assurent leur travail. Les autres également, le parquet, la Chambre conduit les audiences. Donc les audiences se déroulent normalement. On ne peut pas se prononcer sur l'administration de la preuve. Elle est en cours. L'administration de la preuve est en cours. Donc la preuve est débattue. Il y a des interrogatoires, des contre-interrogatoires. La preuve est discutée. C'est à l'issue de tout ce débat sur la preuve que la Chambre aura à se prononcer et que peut-être chacun de nous se fera son opinion. Mais on peut déjà voir que le débat est assez riche puisqu'il porte à la fois sur des témoignages des uns et des autres, il porte sur des expertises qui ont été conduites sur le terrain, des expertises militaires, expertises en écriture, expertises médico-légales, expertises balistiques, historiques. Donc, de ce point de vue, le débat est intéressant parce qu'il porte sur divers types d'éléments. Maintenant, il faudra attendre le résultat de ce débat-là, résultat qui sera prononcé par les juges, uniquement par eux. C'est eux qui diront si au regard du débat qui a eu lieu, il faut retenir que M. Hissène Habré est coupable ou n'est pas coupable. La question de la mémoire en Afrique également, je pense que c'est un peu partout comme ça, elle est conflictuelle. C'est une question conflictuelle, ce n'est pas toujours aisé n'est-ce pas, d'écrire en quelque sorte l'histoire, puisqu'il y a plusieurs histoires parfois qui semblent cohabiter, coexister, et donc parfois avec la prétention aussi qu'elles se valent. Donc c'est assez difficile. Mais je pense que lorsqu'il y a un processus de justice, la question de mémoire est plus simple à gérer. Lorsque la justice a reconnu qu'il y a eu commission de crime, je pense qu'à partir de ce moment-là, la mémoire prend toute sa légitimité parce qu'elle se fonde sur le fait que ces crimes-là ont été reconnus et que toute position inverse est une négation. Ça devient du négationnisme. Et donc, je pense que du point de vue de la mémoire, dès lors qu'il y a une reconnaissance des crimes, c'est plus simple de faire le travail de mémoire. Si la justice établit par exemple que oui, les charniers qu'on nous a montrés là au tribunal sont réellement des charniers, reprendre ces lieux et en faire des lieux de mémoire ne devrait pas souffrir de discussion. Lorsque j'ai eu l'occasion d'aller au Cambodge, notamment pour le procès des anciens Khmers rouges, il n'y a pas aujourd'hui de débat sur le fait que S21 a été un centre, initialement c'était pas un centre, c'était un établissement scolaire, mais est devenu un centre de détention et de torture et donc de massacre à grande échelle.
Et donc, aujourd'hui, cela ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, l'administrateur du centre Dodge, qui a été condamné, le premier a été condamné par les chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens, ayant lui-même reconnu la fonction de ce centre. Et cela ayant été établi clairement lors du procès. Et lorsqu'on visite S21, c'est un lieu de mémoire. Il peut y avoir des négationnistes, mais de manière générale, aujourd'hui, personne ne peut sérieusement contester ce qu'a été S21. Donc c'est pour cela que je pense que la mémoire, oui, finalement, doit s'appuyer sur ces processus de justice. Les historiens vous diront que ils n'ont pas besoin de justice pour... certes, la justice peut les aider, mais eux, ils mènent leurs travaux historiques. Ils ne s'appuient pas, ils n'ont pas tellement à s'appuyer sur tel ou tel processus de justice. Mais je pense quand même que le processus de justice facilite, n'est-ce pas, la construction de cette mémoire, l'appropriation de cette mémoire et diminue le potentiel de négationnisme lorsqu'il y a des situations pareilles au Rwanda. Vous avez également des processus de négationnisme au Rwanda, mais il y a eu un travail sérieux qui a été fait par la justice rwandaise, par le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui rend incontestable un certain nombre de choses. Lorsque vous allez dans des églises où les gens ont été massacrés, ces lieux de mémoire-là, à mon sens, sont aujourd'hui des lieux incontestables.